Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Sophie Briquet-Duhaz, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie coordonnent. Progrès en lecture-écriture chez des élèves du primaire au post-secondaire, 2015. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Déjà paru. Yannick Brun-Picard, Transdisciplinarité, mettre en pratique dans les réalités éducatives, 2019. Yannick Brun-Picard, Quand l'objet induit la méthode, conceptualisation des interfaces sociétales d'investigation conjoncturelle, 2019. Yannick Brun-Picard, Le dialogue en éducation et en enseignement. Trajection proactive au cœur d'une interface communicationnelle sociétale, 2019. Yannick Brun-Picard, La carte conceptuelle en éducation, pluralité des cheminements d'une conceptualisation, 2018. Yannick Brun-Picard, Positionner des jalons éducatifs sociétaux, 2018. Yannick Brun-Picard, L'exemplarité en éducation. La reconnaître, l'accepter, la valoriser, la diffuser, 2018. Anaïs Barthélémy-Chaudoir, L'enfant à l'école et la psychologue, analyse et vignette clinique de 30 ans de pratique, 2018. Yannick Brun-Picard, Interface sociétale d'émulation intergénérationnelle, réalité produite par l'enseignement, l'éducation, la formation et l'instruction, 2017. Philippe Eberly, Olivier Molini et Maria Pagoni-Indir, La participation des élèves, effet de mode ou nécessité, 2017. Patrice Gall, Réussir l'école inclusive grâce au partenariat entre les parents, l'éducation nationale et les structures médico-sociales. L'exemple de la scolarisation de collégiens sourds ou malentendants, 2017. Claire Grand, Prendre en charge les troubles d'apprentissage, Petit guide pour les enseignants, 2017. Rochambeau-Lény, Dire, Troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, essai de diagnostic du système éducatif haïtien, 2017. Marc Roulier, L'école, une question de management, 2017. Les équipes de recherche investies dans le projet. 3 laboratoires de l'Université de Bourgogne se sont associés, à travers la MSH de Dijon pour réaliser cette recherche. L'IREDU. Institut de recherche sur l'éducation, économie et sociologie de l'éducation. Depuis sa création en 1972, l'IREDU, Institut de recherche sur l'éducation, travaille sur les questions relatives à l'efficacité et l'équité dans le domaine de l'éducation. Centre régional associé au CEREC depuis la fin des années 70, l'équipe s'est également spécialisée sur les questions d'insertion et de relations formation-emploi. Les méthodologies du laboratoire, souvent en lien avec l'économie et la sociologie de l'éducation, se caractérisent par une spécialisation dans les méthodes quantitatives en éducation qui en fait sa spécificité, tout en développant plus récemment des méthodes plus qualitatives. Chercheurs de l'IREDU ayant participé au projet. Sophie Morlet, professeure des universités en sciences de l'éducation, coordinatrice scientifique du projet. Amélie Duguay, postdoctorante. Le PSYDREPI. Laboratoire de psychologie, dynamique relationnelle et processus identitaire. Le laboratoire PSYDREPI, psychologie dynamique relationnelle et processus identitaire, est structuré en 2 équipes. 1. Groupe de recherche en psychologie sociale, sport, travail, GRPSST, qui développe des recherches autour des notions d'identité et de relations sociales. 2. Groupe de recherche en psychopathologie clinique et psychothérapie, GRPCP, qui développe des recherches sur les processus de vulnérabilité psychique et de protection et les processus de changement. Chercheurs du PSYDREPI ayant participé au projet. Nathalie Cartière, maître de conférences en psychologie sociale. Lucie Finet, maître de conférences en psychologie sociale. Marie-Françoise Lacassagne, professeure des universités en psychologie sociale. Florent Mangin, docteur en psychologie sociale, formateur IRTES. Le LEAD. Laboratoire d'études de l'apprentissage,
et du DEVELOPPEMENT. Le LEAD est un laboratoire de psychologie cognitive dont la thématique dominante est centrée sur l'étude des processus d'apprentissage, que ceux-ci soient explicites, guidés et intentionnels ou plus implicites suite à l'interaction naturelle de l'apprenant avec son environnement. Le langage, la musique, la mémoire, les activités graphiques et les gestes professionnels constituent les principaux objets sur lesquels portent les interrogations en termes d'apprentissage. Le développement de ces activités mentales comme leur dysfonctionnement constitue les aspects privilégiés des recherches qui y sont menées. Recherches auprès d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, d'enfants sourds, de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, etc. L'approche expérimentale constitue la méthode d'investigation privilégiée mais non exclusive du laboratoire, qui recourt également à la modélisation informatique et aux méthodologies des neurosciences, électrophysiologie. Chercheurs du LEAD ayant participé au projet. Lucie Corbin, maître de conférences en psychologie cognitive. Séverine Millotte, maître de conférences en psychologie cognitive. Remerciements. L'équipe de chercheurs tient à remercier Monsieur le maire de la ville de Chenôve ainsi que l'ensemble de son équipe pour leur confiance et pour leur conviction quant à l'intérêt de l'apport de la recherche à la conduite de la politique éducative de la ville. Le service municipal d'éducation a facilité la collecte de données, qu'il en soit ici également remercié. Sans la patience et la participation active de l'ensemble de l'équipe enseignante des écoles primaires de la ville, cette recherche n'aurait pas pu être menée à son terme. Les chercheurs, conscients des contraintes imposées aux enseignants et aux élèves par une collecte de données particulièrement ambitieuse, les remercient à nouveau. De plus, les chercheurs souhaitent remercier Monsieur Joyeux, animateur TIS pour sa grande disponibilité et son aide précieuse dans la mise en place des outils. De la même façon, les chercheurs impliqués dans cette recherche souhaitent remercier chaleureusement l'équipe de la Maison des sciences de l'homme de Dijon, en particulier Francis Aubert, son directeur, qui a permis la concrétisation et les bonnes conditions de mise en œuvre du projet. Merci à Sabine Palmer, Nélia Rouleau, Sandra Gadret, Delphine Badian et Chloé Roger pour leur réactivité et leur grand professionnalisme dans l'accompagnement du projet. Introduction. Sophie Morlet. Si on s'en réfère aux travaux de l'OCDE 2015, l'usage du numérique en éducation permettrait d'améliorer l'accès aux possibilités d'apprentissage et serait un moyen de rehausser la qualité de l'éducation, en rendant l'enseignement-apprentissage plus efficace, Tiber 2012. Par l'adoption de méthodes pédagogiques de pointe, le numérique permettrait d'accroître le rendement de l'apprentissage et de réformer les systèmes d'éducation, UNESCO 2010. Cependant, malgré ces quelques constats encourageants, les résultats des travaux de recherche ne semblent pas mettre en évidence un effet net sur les apprentissages des élèves. En effet, les travaux de recherche menés dans le domaine de l'éducation montrent des effets relativement ambigus de l'utilisation des nouvelles technologies, tablettes numériques, tableaux blancs interactifs, sur les acquis des élèves. Les recherches quantitatives peinent notamment à conclure à l'efficacité de ces technologies dans la salle de classe, lorsque sont analysés leurs effets sur les savoirs scolaires et sur les compétences cognitives ou non cognitives des élèves. C'est dans ce contexte qu'une ville de province, située en Bourgogne et dont les établissements scolaires sont situés en REP+, ayant consenti un investissement massif pour équiper ses écoles élémentaires en outils numériques, tableaux blancs interactifs et classes mobiles notamment, s'est interrogée sur la plus-value apportée aux élèves et aux enseignants par ces nouveaux équipements numériques. Un projet très innovant de collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l'Université de Bourgogne s'est alors engagé en 2016 pour répondre à plusieurs interrogations, émanant des champs de recherche de chacune des équipes de chercheurs sollicitées, sciences de l'éducation, psychologie cognitive, psychologie sociale. Quelle représentation ont les différents acteurs, élèves et enseignants de ces outils? Quelle perception en ont-ils? Comment varient ces représentations et ces perceptions? Peut-on parler d'usage ou d'utilisation du numérique par les enseignants? L'introduction d'un médiateur numérique dans la relation élèves-enseignants change-t-elle les rapports sociaux au sein de la classe, ou à l'extérieur de celle-ci? L'utilisation du numérique permet-elle de favoriser les apprentissages? Joue-t-il sur des dimensions plus transversales comme la motivation,
le bien-être des élèves? Peut-on observer des effets différenciés du numérique selon les caractéristiques des élèves? Pour répondre à ces interrogations variées, les chercheurs, après avoir établi une revue de littérature sur les résultats des travaux de recherche au national et à l'international, chapitre 1, ont structuré leurs travaux en 4 temps. Le premier porte sur les problématiques traitées et la méthodologie du projet, chapitre 2, en détaillant plus particulièrement les outils de collecte de données élaborés et la collecte effectuée sur le terrain. Le chapitre 3 s'attarde sur le lien entre l'utilisation du numérique en classe et les apprentissages des élèves, partant du constat de Tricot 2017, prétendant qu'il est difficile de savoir si les innovations numériques améliorent les apprentissages des élèves de façon générale. Dans cette optique, le chapitre propose certains résultats d'expérimentation mis en place dans les classes afin de tester la plus-value de l'utilisation d'outils numériques sur les apprentissages scolaires d'élèves d'école élémentaire. Par la suite, chapitre 4, les chercheurs font un focus sur le lien entre l'utilisation du numérique et la motivation ou de façon plus générale, le bien-être des élèves en classe. Ainsi, est étudié l'effet du numérique sur les compétences non académiques, en particulier les facteurs conatifs des apprentissages des élèves. La conation renvoie à la notion de motivation mais également à la mise en action de la motivation, stratégie utilisée et comportement effectif par les élèves, et les effets de la mise en action de la motivation, vécu, perception des résultats, analyse de ses réussites et ses échecs par les élèves, comme en témoigne Fenouillet, 2012. Enfin, le chapitre 5 permet de traiter des aspects relatifs au lien entre utilisation du numérique, représentation des acteurs et relations sociales, au sein de la classe ou en dehors. Il permet d'une part de comprendre la distinction entre utilisation et usage du numérique chez les enseignants, et d'étudier comment les relations entre groupes, enseignants-élèves, mais également à l'intérieur du groupe, élèves-élèves, évoluent avec l'utilisation d'un médiateur numérique. Une collecte de données d'envergure a été menée sur l'année scolaire 2017 à 2018, sur l'ensemble des élèves des classes élémentaires de la commune, et sur l'ensemble des enseignants y exerçant. Les résultats proposés sont le fruit d'un travail pluridisciplinaire, ayant impliqué une équipe de 7 enseignants-chercheurs de l'Université de Bourgogne. Ils présentent des aspects novateurs sur différents points. Chapitre 1 – L'utilisation du numérique à l'école. Apport des recherches françaises et internationales. Amélie Duguay et Sophie Morlet. Depuis plusieurs décennies, les technologies numériques ont progressivement contribué à une réelle transformation de la société. Le développement d'Internet et du Web dans les années 1990 a modifié en profondeur les modes de communication, les manières de travailler et de se divertir. Si l'intégration au système éducatif a été plus lente que dans d'autres domaines, Poyet, 2015a, les technologies ont néanmoins induit de nouvelles façons de penser l'éducation. Souvent considérées à tort ou à raison, comme un facteur d'innovation pédagogique, le numérique pénètre peu à peu les salles de classe. Le numérique au sens large du terme inclut tout autant les infrastructures techniques, les supports d'inscription, les contenus, les modes de transmission ou bien encore les types de pratiques ou les pratiques sociales, Thibert 2012. À partir des années 1980 émergent différents sigles destinés à désigner la nature des moyens techniques mobilisés pour enseigner. D'abord qualifiés de NT, nouvelles technologies, puis de NTE, nouvelles technologies de l'éducation, on constate dans les années 1990 un intérêt accru pour les TIC, technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, parfois précédé d'un N pour qualifier ces technologies de nouvelles. Aujourd'hui, l'acronyme TIC semble être le plus fréquemment retenu, à la fois par les acteurs du système éducatif et les travaux de recherche en sciences de l'éducation pour désigner les outils numériques mobilisés pour enseigner. Les travaux de plusieurs auteurs permettent de préciser ce à quoi renvoient ces technologies, mais marquent dans un même temps un réel manque de consensus autour de leur définition. Ainsi, pour Dieuzeit, 1994, les technologies de l'information et de la communication désignent tous les instruments porteurs de messages immatériels, images, sons, chaînes de caractères, page 11, et peuvent être classifiées en 3 catégories: l'audiovisuel, l'informatique et les télécommunications. Rabi, 10 années plus tard, 2004,
fait le choix de les considérer comme faisant référence aux équipements technologiques, ordinateurs, serveurs, caméras numériques, caméras vidéo numériques, numériseurs, projecteurs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, graveurs, imprimantes, modems, logiciels, etc., de type numérique pouvant servir d'outils pédagogiques, outils de présentation, d'organisation, de consultation, de transmission, de production, de communication et de collaboration. Page 19. Selon Rabi et al. 2011, ces technologies concernent donc tout autant l'utilisation d'Internet que de logiciels de présentation, du courrier électronique et d'environnements d'apprentissage en ligne. Varon et Bruyard 2008 considèrent quant à eux que les TIS font en réalité référence à deux champs sémantiques. Le premier est relatif aux objets techniques, P3, tels que les ordinateurs, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, consoles de jeux, mais aussi aux services et applications, logiciels, plateformes de formation, traitement de texte, tableurs. Le second champ a trait au type d'activité dans lequel les objets précédents sont utilisés. Baron et Bruyard 2008, page 3. Elle-même composée d'activités non directement prescrites par un adulte, et d'activités où l'usage de logiciels a été prescrit par des enseignants, parfois par des parents. Les TIS se rapportent donc à la fois au matériel numérique en tant que tel, mais aussi à la manière dont celui-ci peut être mobilisé par les acteurs. Devant cet essor progressif des TIS à l'école, de nombreuses recherches ont été réalisées sur le sujet, produisant des travaux sur multidimensions en lien avec cet objet. En effet, le numérique constitue en France, depuis quelques années, une véritable préoccupation gouvernementale. En témoigne notamment le plan numérique, mis en œuvre à partir de 2015, visant à développer une réelle stratégie pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, notamment en finançant l'achat de nouveaux équipements, en développant des ressources pédagogiques accessibles et en formant les enseignants au numérique. L'usage des TIS en classe ou à l'école. Si l'utilisation des TIS dans le cadre de l'Hexagone est estimée comme étant en dessous des pays européens comparables, Tessèdre 2012, la situation des enseignants français ne fait pas particulièrement exception, comme en témoignent les écrits de Larose, Grenon et Palme 2004 et Hermans, Tonder, Van Braak et Valk 2008, cités par Carsanti et Bernet 2013, qui qualifient d'épisodique et d'apostrophe insuffisante l'utilisation des TIS par les enseignants dans le cadre de leur pratique d'enseignement, respectivement dans la province du Québec et en Belgique. De même, les travaux d'Ertmer et Ottenbreit-Lefwich 2010 montrent que les États-Unis, au même titre que d'autres pays développés, n'ont pas encore atteint un niveau élevé d'intégration des technologies en salle de classe. De tels constats s'appuient sur différents travaux produits sur les usages des TIS par les enseignants. 1. Utilisation ou usage des technologies. Nombre d'écrits portent sur les usages des TIS, terme souvent préféré à celui d'utilisation dans les travaux de recherche. Tandis que le terme d'usage s'inscrit dans une perspective sociologique indiquant que l'on cherche à prendre en compte le cadre plus large qui englobe les interactions entre les humains et les machines. Proulx 2002. Celui d'utilisation fait davantage référence à une action ponctuelle et aux aspects manipulatoires des TIS. Nous pouvons considérer que deux catégories de travaux existent. La première prend souvent appui spécifiquement sur un type de technologie, et tend à analyser son utilisation par les acteurs dans un contexte bien particulier, la manière dont l'outil peut être développé d'un point de vue technique et d'un point de vue éducatif et ses effets sur les acquisitions des élèves. Les exemples ne manquent pas, citons à ce titre la recherche de Sutter, Widmer et Silla, 2017, dont l'objectif est d'étudier les effets d'un jeu sérieux sur l'apprentissage de l'algèbre élémentaire et plus particulièrement sur la motivation à apprendre et l'engagement dans l'activité d'un échantillon composé de 94 élèves âgés de 13 à 15 ans. Le travail d'Enaf et Gruson 2015 vise pour sa part à analyser la manière dont une technologie de synthèse vocale peut influer sur la maîtrise de la langue écrite, lors des dictées notamment d'élèves de CE1. L'article de Joly et Jantaz 2013 a quant à lui pour objectif d'évaluer les effets d'un entraînement avec des tablettes tactiles sur l'écriture de lettres discursives chez des enfants de CP présentant des difficultés en la matière. Il nous est impossible de réaliser une synthèse de ces recherches, tant elles sont nombreuses et concernent des sujets variés. Portant le plus souvent sur des aspects très techniques,
Ces travaux fournissent de nombreuses pistes de réflexion concernant la manière dont les technologies peuvent être développées au service des apprentissages des élèves, et les effets qu'elles peuvent induire sur ces derniers. La seconde catégorie opte pour une vision plus large des technologies, et vise à en décrire les usages par les enseignants de manière plus globale. Certains auteurs focalisent en ce sens leur attention sur un type de technologie en particulier, comme en témoigne l'article de Poyet, 2015b. Cette dernière s'est intéressée au travers l'interrogation par questionnaire de 1492 enseignants du secondaire à leurs usages pédagogiques et à leur perception de l'utilité d'environnements numériques de travail, ENT. Elle montre ainsi que plusieurs logiques d'usage des TIS, innovation, reproduction et obligation, page 61, sont liées à cette perception. D'autres écrits visent davantage à identifier les différents types de TIS mobilisés par les enseignants, la fréquence et les motifs de ces usages, à l'image de la recherche de Bernet et Carsanti 2013. Ces derniers, dans le cadre d'une étude multicas, ont pu recueillir des données concernant les pratiques numériques de 10 enseignants du 3e cycle du primaire au travers d'entrevues, d'un journal de bord et d'un questionnaire. Il en ressort que l'ordinateur en classe est rarement utilisé à des fins ludiques, conduisant d'ailleurs les élèves à évoluer davantage vers une conception éducative de l'outil. Ces auteurs montrent également que les usages des TIS en classe restent moyennement fréquents et se limitent grandement au traitement de texte et à la recherche d'informations sur Internet. Les usages visant à optimiser le réel potentiel des TIS, sites web, robotique, présentation, montage vidéo, etc., se font beaucoup plus rares. 2. Quelles utilisations des TIS par les enseignants? Une enquête réalisée par la DEP, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, en 2010, destinée à analyser l'utilisation des TIS par des enseignants de collège et lycée, réalisée auprès des apostrophes. Un échantillon de 2529 individus a permis de constater que 95% des enseignants déclarent utiliser les TIS à des fins professionnelles, 80% en présence des élèves, 73% sans manipulation des TIS par les élèves et 64% avec manipulation des TIS par les élèves. Ces chiffres laissent à penser de prime abord que ces enseignants ont véritablement intégré les TIS à leur pratique d'enseignement. Néanmoins, il apparaît que les TIS sont en réalité mobilisés peu fréquemment par les enseignants. Parmi ceux les utilisant sans manipulation de l'outil par les élèves, 40% déclarent recourir aux TIS moins d'une fois par semaine. De même, l'usage des TIS avec manipulation par les élèves au moins une fois par semaine concerne à peine plus d'un enseignant sur deux, 52%. Seuls 5% déclarent, dans ce cadre, utiliser les TIS tous les jours. De façon globale, les enseignants utilisent les TIS surtout pour chercher de l'information, élaborer des supports de cours et fabriquer des exercices, DEP, 2010 page 10. Les outils numériques les plus utilisés par les enseignants sont le traitement de texte, les documents multimédia, la clé USB et Internet, mais le manuel et les photocopies restent dominants. DEP, 2010 page 11. Cette enquête montre également que l'usage des TIS est plus important en lycée qu'en collège, et varie considérablement en fonction de la discipline enseignée. Plus récemment, l'enquête par questionnaire PROFETIC produite en 2016 par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès de 1775 enseignants du second degré, collège et lycée, indique que 85% des enseignants déclarent avoir facilement accès à un ordinateur dans l'établissement en cas de besoin, 75% à un vidéoprojecteur, 72% à une imprimante. En revanche, ils sont plus de moitié moins à mentionner avoir facilement accès à un tableau blanc ou numérique interactif, 29%, et à une caméra ou un appareil photo numérique, 23%. Moins de 10% indiquent pouvoir aisément accéder à d'autres types d'outils numériques, tels que des tablettes, un smartphone, une liseuse numérique ou bien un matériel de visioconférence. Les TIS sont utilisés quotidiennement par plus de 6 enseignants sur 10 pour préparer des cours, saisir les notes et les absences des élèves et compléter le cahier de texte numérique. Venant confirmer les résultats mis au jour par la DEP en 2010, l'enquête PROFETIC montre également que près de 80% des enseignants utilisent les TIS en classe au moins une fois par semaine sans pour autant laisser les élèves manipuler ces dernières.
Près d'un enseignant sur deux déclare utiliser des fonctions simples et exploiter des ressources déjà existantes. Les situations extrêmes, absence d'utilisation du numérique et à l'inverse, intégration du numérique de façon quotidienne dans leur pratique en modifiant ou en produisant des ressources, concernent pour chacune d'entre elles moins de 15% des enseignants interrogés. Si ces enquêtes permettent d'apporter de réels éléments factuels sur les usages effectifs en matière de TIS, les travaux de ce type, reposant sur une démarche empirique, restent encore trop lacunaires dans la littérature scientifique. Cohen, Ray, Monard et Jocquier 2013. 3. Quels usages des TIS par les enseignants ? De façon plus générale, plusieurs auteurs estiment que les usages des TIS par les enseignants sont en fait liés à leur contexte d'intégration et peuvent être de plusieurs types, à savoir des usages comme éléments de compétences techniques, comme outils d'information, comme outils d'apprentissage ou bien encore comme outils ludiques. Bernet et Karsanti 2013. Différents travaux de recherche s'accordent également à considérer qu'il existerait en réalité plusieurs types de courants en termes d'usage des TIS pour enseigner. Larose, Grenon et la France, 1999, cité par R. et Akari 2006. Un courant reposant sur une épistémologie socio-constructiviste considère l'intégration des TIS comme vitale et favorable à la modification des pratiques d'enseignement, page 39. Un courant de type néo-comportementaliste et pragmatique, pour lequel les TIS constituent de simples outils compatibles avec un enseignement traditionnel, page 39. Ce deuxième type de courant fait écho à l'approche déterministe décrite par Collin et Karsanti 2012, qui, selon ces auteurs, aurait dominé depuis ces 25 dernières années le paysage de la recherche et des pratiques en matière d'usage des TIS. Celle-ci tend à considérer que les technologies auraient des propriétés éducatives qui leur seraient inhérentes. Selwyn 2012, cité par Collin et Karsanti 2012. Elle conduirait de ce fait à considérer que les usages des technologies en éducation sont d'emblée des usages éducatifs, autant du même coup la possibilité de questionner la valeur des pratiques technopédagogiques à l'œuvre. Page 64. De plus, cette approche estime que les technologies constituent des vecteurs de changement de la situation pédagogique et relègue de ce fait au second plan l'activité des acteurs et le rôle du contexte socio-culturel. Collin et Karsanti 2012. Or, comme l'indique R. et Akari 2006, combiner l'utilisation des TIS à des méthodes pédagogiques existantes ne suffit pas pour générer une modification tangible des pratiques enseignantes. En outre, cette approche a pour conséquence d'influer sur les travaux de recherche en fonction des évolutions technologiques qui sont en cours. Les études du domaine vont d'un engouement technologique à l'autre dès lors qu'une nouvelle technologie apparaît. Collin et Karsanti, 2012, conduisant notamment à un manque de regard historique dans l'évolution des technologies en éducation. Finalement, le rapport de la mission Fourgousse 2012 distingue 4 stades d'intégration des TIS. La découverte, utilisation personnelle des outils numériques, l'adoption, utilisation des TIS pour préparer les cours, l'appropriation, intégration pédagogique des TIS, davantage d'interactivité, et la création, utilisation innovante, enseignement centré sur l'élève. Or, la majorité des enseignants se situerait dans les 2 premières étapes. Faisant écho aux recherches témoignant d'une faible utilisation des TIS par les enseignants en salle de classe, nombre d'auteurs se sont attachés à identifier les causes de faible utilisation, voire de non-utilisation. Selon Chaptal 2007, la faible utilisation des TIS en France par les enseignants, alors même qu'ils mobilisent souvent les technologies pour préparer leurs cours, s'expliquerait par leur absence de perception de la valeur ajoutée des TIS à l'enseignement. Tessèdre 2012 rejoint ces propos. Selon lui, l'intérêt à la fois pédagogique et didactique des TIS pour certains enseignements est souvent remis en cause, un doute important persistant quant à leur réelle utilité pour les apprentissages. D'ailleurs, selon un rapport de l'OCDE datant de 2015, ce n'est pas tant l'absence de technologie dans les établissements qui pose problème, puisque ces derniers sont globalement bien équipés dans les pays de l'OCDE. En revanche, la façon dont les enseignants appréhendent les possibilités et les limites des TIS en matière d'enseignement et d'apprentissage s'avère, elle, déterminante. D'autres raisons sont toutefois évoquées dans la littérature scientifique. Ainsi, Bellil 2010 mentionne le fait que les technologies activent chez beaucoup d'enseignants des craintes d'échec, de rejet, d'obsolescence, page 35.
Les enseignants auraient également des difficultés à s'adapter à des technologies immatures en constante évolution. Bellil, 2010. L'environnement dans lequel exercent les enseignants est lui aussi remis en cause, étant considéré comme peu propice à l'usage des TIS et encourageant peu les enseignants à renouveler leurs pratiques pédagogiques. Chaptal, 2007. La question du matériel est également évoquée par Tessèdre, 2012, selon qui l'équipement en matériel numérique des écoles primaires reste à l'appréciation des communes et est soumise à leurs contraintes financières, générant de réels écarts en la matière sur l'ensemble du territoire national. Des problèmes techniques récurrents liés à l'accès à Internet et à la qualité de la connexion viendraient également compliquer l'utilisation des technologies en salle de classe. Rossing, Miller, Cécile et Stamper, 2012. Prenant appui sur la littérature produite sur le sujet, Fievé 2017 indique que les enseignants non engagés dans l'usage des TIS invoquent prioritairement comme raison explicative l'aspect chronophage de l'utilisation des TIS et les difficultés à terminer le programme, le coût de l'équipement numérique, l'absence d'efficacité des technologies pour aider les élèves en difficulté et l'épineuse conciliation entre les apprentissages disciplinaires et le développement de l'usage des technologies. Les résultats de l'enquête PROFETIC 2016, évoqués plus haut, diffèrent quelque peu de ces propos. Ils permettent d'identifier comme principaux freins à l'usage du numérique dans le secondaire la taille des groupes d'élèves, cités par 73% des enseignants, un équipement informatique insuffisant 71%, voire obsolète, défectueux ou inadapté 68%, une nécessité de réserver le matériel ou une salle longtemps à avance 67%, un débit réseau ou Internet insuffisant 63%, une absence de dispositif de maintenance efficace 56%, ou bien encore un temps d'installation du matériel trop long 53%. Il paraîtrait donc que les aspects matériels soient prédominants dans l'explication du faible usage des TIS par les enseignants du secondaire. Les doutes sur la pertinence de l'usage du numérique ne sont évoqués que par 17% des enseignants interrogés. Toutefois, un autre frein non négligeable mentionné par les enseignants concerne leur formation aux technologies. 51% indiquent ne pas avoir été formés ou bien de façon insuffisante aux usages pédagogiques des TIS, alors même que 41% déclarent avoir des connaissances insuffisantes dans le domaine du numérique. Or, la formation des enseignants aux TIS, comme nous le verrons dans la partie suivante, a fait l'objet de plusieurs recherches dans la littérature scientifique. 2. Formation des enseignants aux TIS. La formation des enseignants aux TIS est vivement encouragée depuis ces dernières années. Les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, anciennes SP, sont ainsi priés de prendre en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et de former les étudiants et les enseignants à usage pédagogique des outils et ressources numériques. Loi numéro 2013-595 du 8 juillet 2013, article 70. De même, l'école à l'ère du numérique figure parmi les priorités du Plan national de formation définissant les orientations prioritaires de la formation continue pour l'année 2017 à 2018. 1. Quel intérêt pour la formation aux TIS ? Pour R et Akari 2006, les recherches portant sur la formation des enseignants aux TIS sont peu nombreuses, celles-ci s'étant davantage centrées sur l'analyse des avantages et inconvénients de l'intégration des TIS en classe en se focalisant sur les élèves. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.